La section 7.2, on va la laisser tomber. Voyons maintenant le concept de puissance. En science, la puissance est une variable qui permet de prendre en considération du temps nécessaire pour exécuter un travail. Supposons que vous gravissez une montagne ou une colline, comme par exemple le mont Saint-Hilaire. Le temps que vous allez faire, le temps que vous allez prendre pour faire cette ascension-là a un gros impact sur la difficulté de l'ascension. Donc, si par exemple vous voulez faire l'ascension en seulement, mettons, 20 minutes, ça va vous demander beaucoup de puissance. Donc, vos muscles vont devoir forcer et dépenser beaucoup d'énergie rapidement pour parvenir à faire cet exploit-là. Donc, vous allez devoir courir tout en montant et vos muscles vont être très sollicités pour rapidement transformer l'énergie chimique qui sont stockées dans votre organisme et la transformer en énergie de mouvement, l'énergie mécanique. Ça va vous demander beaucoup de puissance musculaire. À l'inverse, si vous dites je vais faire ça, je vais prendre ça relax, je vais faire ça en 3 heures, ben là c'est complètement différent. Vous demandez une puissance, vous ne sollicitez pas autant vos muscles en termes de puissance. Donc, la puissance, c'est le rapport entre la quantité de travail effectué et le temps écoulé pour son exécution. Mathématiquement, on pourrait dire la puissance P, c'est le travail divisé par l'intervalle de temps requis pour faire ce travail. Alors, la puissance, ça va être des joules par seconde, autrement dit. Joules par seconde, ça s'appelle des watts. Le symbole, c'est W majuscule. Mais watt, rappelez-vous toujours que ça veut dire joule par seconde. C'est beaucoup plus intuitif quand on l'imagine comme ça. Parce que watt en tant que tel, ça veut rien dire quand on y pense juste comme ça. Mais quand on y pense comme étant joule par seconde, là c'est clair. C'est de l'énergie par unité de temps. D'énergie par seconde. Donc si par exemple vous êtes en bicyclette et que vous exercez une puissance de mettons, 200 watts, c'est que vous êtes en train de transformer 200 joules d'énergie par seconde. Fait que c'est de la transformation de l'énergie chimique qui est contenue dans vos muscles en énergie mécanique, c'est-à-dire en énergie de mouvement qui est donnée aux pédales de la bicyclette. Donc le temps ici doit être mis en secondes, de manière à ce que ça donne une puissance en watts. La puissance, c'est vraiment le meilleur indicateur de à quel point on est en train de forcer, à quel point on est en train de faire un effort physique difficile. Plus on est en train de faire un exercice physique difficile, plus on est en train de développer de la puissance. On pourrait penser que l'effort est plus difficile si on doit exercer une plus grande force, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Parce que imaginez par exemple que vous faites du spinning ou du vélo stationnaire et que vous êtes sur un très gros braquet. Ou si vous êtes en bicyclette, c'est comme ça être sur une grosse vitesse. Le fait d'être sur un gros braquet ou une grande vitesse, ça vous force à exercer plus de force. Ça vous oblige à exercer plus de force avec vos jambes pour faire tourner les pédales. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en train de suivre votre vie parce que peut-être que oui, vous exercez beaucoup de force, mais peut-être que vous êtes très lent dans votre mouvement. Donc oui, c'est très dur. Vous exercez beaucoup de force, mais peut-être que vous le faites de manière très lente, cette rotation-là. Donc, c'est pas nécessairement extrêmement exigeant pour vous à ce moment-là. Donc, oui, la force est une indication, mais il faut aussi tenir compte de la vitesse à laquelle on est en train de forcer. Donc, le meilleur indicateur d'à quel point on est en train d'exercer un gros effort physique, c'est la puissance et non pas la force qu'on est en train d'exercer. La puissance, je vous dis un peu, dans le fond, c'est quoi la dépense énergétique que vous êtes en train d'encourir à chaque seconde. Pour vous donner une idée, c'est quoi un watt? Prenez une pomme de taille moyenne, ça a un poids d'environ 1 newton. Fait que si vous montez cette pomme-là d'une hauteur de 1 mètre, vous allez faire un travail d'environ 1 joule. Fait que si vous montez une pomme de 1 mètre de hauteur et que vous prenez 1 seconde pour faire ce mouvement-là, ça correspond environ à 1 watt. Alors, supposons que Marie-Ève, pour soulever une boîte à une hauteur d'1 mètre, exerce une force verticale de 70 newtons pendant 2 secondes. Alors, quelle puissance a-t-elle déployée pour faire ce mouvement-là? Donc, on va d'abord aller chercher le travail qu'elle a fait. Donc, elle a exercé 70 newtons sur une distance d'1 mètre.
ça veut dire un travail de 70 joules. Son 70 joules, elle l'a exécuté pendant 2 secondes. Donc on divise, ça donne 35 watts. Donc elle a déployé une puissance de 35 watts. On peut dire aussi qu'elle a développé une puissance de 35 watts. Si à la place, elle aurait fait ce mouvement-là en seulement 1 seconde, eh bien là, elle aurait dû déployer une puissance de 70 watts. Donc, ça aurait été 70 joules divisé par 1 seconde, ça aurait donné 70 watts. Donc, si elle avait fait ce mouvement-là en seulement 1 seconde, ça l'aurait forcé à déployer 2 fois plus de puissance. Donc, autrement dit, plus on a de puissance, plus on est capable d'exercer un grand travail à chaque seconde. Ou on peut le voir d'une autre manière, plus on a une grande puissance, moins ça va prendre de temps pour effectuer un certain travail. Donc, si par exemple on veut monter du rez-de-chaussée au 3e étage, si on fait ça, si on prend 2 fois moins de temps pour faire cette ascension-là, on a dépensé, on exerce 2 fois plus de puissance. Donc, on est en train de faire un effort 2 fois plus intense. Si on compare par exemple déneiger avec une pelle versus déneiger avec une souffleuse, dans les 2 cas, on exerce le même travail, sauf que ultimement, la souffleuse exerce beaucoup plus de puissance, donc elle permet de faire ce travail-là en beaucoup moins de temps. Et en plus, c'est que l'énergie qui va être utilisée, ça va être l'énergie contenue dans l'essence de la machine, alors que dans le cas du pelletage, ben c'est la personne qui va devoir dépenser son énergie pour faire le travail. Alors, pour vous donner une idée des ordres de grandeur de puissance qu'on peut faire, qu'un être humain peut développer, un des sports qui nécessite le plus de puissance, c'est le cyclisme. Donc, essentiellement, les meilleurs cyclistes sont ceux qui ont la capacité de déployer le plus de puissance avec leurs jambes. Et aussi qu'ils ont l'endurance pour maintenir ça pendant assez longtemps. Si vous prenez par exemple les cyclistes du Tour de France, ils sont capables de maintenir des puissances de 500 watts pendant plusieurs heures. Pour parvenir à faire ça, ils doivent s'alimenter de manière assez intense, là, parce que la dépense énergétique est gigantesque. En fait, les êtres humains sont capables de développer jusqu'à environ 2000 watts pendant des courtes périodes, comme par exemple les sprinteurs de 100 mètres. Donc, si on regarde les machines, la raison pour laquelle la civilisation humaine a progressé autant dans les derniers siècles, c'est parce qu'on a mis au point des machines qui sont beaucoup plus puissantes que nous. Si vous regardez par exemple la voiture, une voiture qui circule à environ 100 km/h sur l'autoroute, va développer environ 10 kW de puissance. Un exemple particulier de machines que les êtres humains ont construit pour amplifier notre puissance, c'est les exosquelettes. Moi, je pense vraiment que les exosquelettes, c'est quelque chose qui est révolutionnaire et qu'on va voir de plus en plus. Donc, en fait, ça consiste, comme le nom dit, c'est comme un squelette, mais exo, dans le sens, c'est comme à l'extérieur du corps. Fait que dans le fond, c'est une machine qui permet d'exercer la force à la place de la personne, ou en plus de ce que la personne va exercer. Donc, autrement dit, ça permet d'amplifier la force d'une personne, d'amplifier, bien sûr, son endurance aussi. Fait que ça facilite énormément l'effort quand on a à faire des tâches physiques, comme soutenir un outil qui est très très lourd, ou qu'on a exercé une très très grande force, comme ça. Mais là, on peut le faire de manière assez confortable. Et en diminuant drastiquement les risques de blessures aussi. Fait que ça a d'énormes implications pour une multitude d'ouvriers là, qui font des emplois qui impliquent de soit soulever des charges pesantes ou faire des travaux très exigeants physiquement. Ça permet littéralement d'accroître la puissance des êtres humains. Puis une autre application que je trouve extrêmement excitante, c'est qu'avec un exosquelette, on peut aussi permettre à des gens qui ont une mobilité réduite ou qui n'ont pas de mobilité, ou même des gens qui sont complètement paralysés, on pourrait permettre à ces gens-là de retrouver la mobilité grâce justement à cet exosquelette qui va faire l'effort à leur place.
Dans le fond, l'exosquelette contrôle leur corps. Mais vous allez dire, oui, mais si une personne est complètement paralysée, comment la machine fait pour savoir c'est quoi les mouvements qu'elle veut faire? Mais regardez ça ici. Cet homme-là, il a réussi à remarcher en contrôlant son exosquelette par sa pensée. Alors lui, il s'appelle Thibaut, un patient tétraplégique, donc complètement paralysé là, au niveau de ses membres, a pu se déplacer et contrôler ses bras par la pensée. Donc par télépathie. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment très excitant, ce genre d'avancée-là. Et c'est une des raisons pour laquelle je trouve que la science et ingénierie, c'est si fascinant. Ça peut avoir un effet tellement concret. Mais vous allez dire, comment la machine fait pour lire dans ses pensées? En fait, c'est qu'ils ont installé carrément un circuit électronique dans son cerveau. Ce qu'ils appellent une neuroprothèse, que vous voyez ici. Et cette neuroprothèse-là, elle communique de manière, sans doute par, je sais pas si c'est par fil ou par Bluetooth ou au module de contrôle qui lui-même contrôle les différentes pièces là, de l'exosquelette. Regardez comme cet homme a l'air heureux ici de retrouver sa mobilité. Mais c'est ça la science. Les êtres humains, on est des constructeurs d'outils. Et on construit des outils toujours de plus en plus sophistiqués qui permettent d'amplifier nos capacités naturelles. Je trouve ça vraiment beau, la science et l'ingénierie, parce que c'est vraiment ça qui fait avancer la condition humaine. Mais pour être capable de faire des exosquelettes comme ceux que vous voyez ici, il faut comprendre les notions de base de la mécanique, la notion de force, la notion d'énergie, la notion de travail. Et je peux vous garantir que l'application des 3 lois de Newton, notamment, et des autres principes de mécanique qu'on voit dans ce cours-ci, sont absolument essentiels. C'est un préalable pour être capable de faire des machines comme ça. Donc oui, des fois, ça peut sembler abstrait ce qu'on fait dans le cours, mais c'est parce qu'on fait un cours de base. On peut pas tout de suite, dès notre premier cours de mécanique, concevoir un exosquelette. C'est pas possible, c'est pas réaliste. Il faut commencer par la base. Mais c'est en s'appuyant sur cette base-là, ce qu'on est en train de voir dans notre cours, qu'on peut construire des merveilles comme ces exosquelettes-là, comme des fusées, comme des véhicules électriques. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça vraiment beau, la physique.